Hello la team RKT, on se retrouve pour le chapitre 2. Donc aujourd'hui on va parler de l'Union européenne, donc c'est un sujet important que je vais vous expliquer le plus simplement possible. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc l'UE, elle a vraiment pris forme en 1992 avec le traité de Maastricht, mais ses racines elles remontent aux années 1950 avec la CECA, la CEE et la CEEA, qui ont donc été lancées par 6 pays fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et donc, il faut se dire que l'UE n'a jamais été un club fermé, et donc il y a eu 7 vagues d'élargissement depuis. Il faut savoir qu'il y avait des communautés qui avaient des objectifs précis, l'énergie atomique, le marché commun et la coopération sur le charbon et l'acier. Et donc le traité de Maastricht, il a renforcé cette intégration donc avec une monnaie commune. Et donc depuis, l'Union européenne, elle a évolué, qui a donc accueilli des nouveaux membres et donc développé des politiques communes, comme par exemple la PSC, montrant qu'elle est vraiment une organisation en mouvement. Maintenant, on va se dire les 7 vagues d'élargissement de l'UE. Donc la première en 1973 avec le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Ensuite, on a eu en 81 la Grèce. Ensuite, 5 ans plus tard, en 86, on a eu l'Espagne et le Portugal. Ensuite, en 95, Autriche, Suède, Finlande. Ensuite, en 2004, on a eu 10 nouveaux pays, dont la Pologne principalement et les États baltes. Ensuite, en 2007, on a eu la Roumanie, la Bulgarie. Et enfin, récemment, en 2013, on a eu la Croatie. Et donc, il faut se dire que chaque élargissement a apporté donc des défis et opportunités. Typiquement, l'entrée du Royaume-Uni en 1973 a renforcé l'économie de l'Union européenne, tandis que les élargissements des années 80 ont plus aidé à stabiliser des démocraties naissantes, comme par exemple en Grèce, en Espagne et au Portugal. Donc maintenant, je vais vous expliquer les raisons des 3 derniers élargissements, donc de 2004, 2007 et 2013. Donc il faut se dire que ces élargissements ils sont surtout liés à la fin du communisme et donc la chute de l'URSS et de la Yougoslavie. Pour beaucoup de pays de l'Est, rejoindre l'Union européenne, c'était essentiel pour stabiliser et développer leur économie et leur démocratie. Et même Chypre et Malte, qui n'ont jamais été communistes, ont rejoint l'UE en 2004. En fait, ces pays, ils ont vu dans l'UE une opportunité de modernisation et de croissance économique. Par exemple, la Pologne, elle a reçu d'importants investissements et donc un accès à un énorme marché commun, ce qui a donc boosté son développement. Donc maintenant, on va voir le processus de négociation et d'intégration. Donc entrer dans l'UE, c'est pas si simple, ça passe par 6 étapes clés. Premièrement, la demande d'adhésion. Ensuite, l'accord unanime du Conseil européen. Ensuite, les négociations avec la Commission européenne, puis la signature du traité d'adhésion, ensuite l'approbation par le Parlement européen, et enfin la ratification par tous les États membres et le pays candidat. Donc, il faut se dire que chaque étape elle est cruciale pour assurer que le pays candidat respecte bien les critères de Copenhague, qui incluent donc notamment la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Donc un exemple marquant, c'est la Norvège qui a vu son processus échouer 2 fois à cause donc d'un référendum où la population a juste dit non. Donc maintenant, on va aussi voir les États baltes. Les États baltes, eux, après des décennies sous une domination soviétique, ils ont trouvé dans l'UE un cadre pour renforcer leur indépendance et donc leur sécurité. Et malgré leur insécurité économique, ils ont finalement été acceptés. Maintenant, on va voir le cas particulier de la Turquie. La Turquie, voilà, c'est un cas particulier parce que malgré les liens historiques avec l'Europe, elle a du mal à s'intégrer avec l'UE pour plusieurs raisons. Déjà, seulement 5% de son territoire est géographiquement en Europe. Ensuite, il y a des tensions politiques avec ses voisins et donc des questions sur la démocratie et les droits de l'homme. Et enfin, économiquement, elle est en retard par rapport à la moyenne européenne. Et donc les négociations qui avaient été commencées en 2005 sont maintenant au point mort depuis 2018. On dit qu'elles sont gelées. Et donc ça, c'est à cause de tensions politiques et de préoccupations sur la démocratie. Et donc, il faut se dire que ces tensions avec ses voisins, par exemple la question du génocide arménien, les conflits avec Chypre et la Grèce, et les inquiétudes sur la démocratie, c'est vraiment quelque chose qui complique son adhésion. Donc maintenant, on va voir les limites géographiques et politiques de l'UE. Donc déjà, définir des frontières pour l'Union européenne, c'est complexe, et donc il y a des débats sur l'adhésion de certains pays. L'UE, elle a aussi une politique de voisinage pour maintenir les relations pacifiques avec des pays non membres, mais celle-ci, elle est quand même compromise par des relations privilégiées qu'elle entretient avec certains pays, comme par exemple la Suisse. Donc en fait, finalement, avec chaque élargissement, l'Union européenne, elle grandit. Donc la cohésion, elle peut quand même un peu en souffrir à cause des différences économiques. Après, l'UE, elle reste cependant un projet en évolution et qui est prêt à relever de nouveaux défis. Donc c'est fini pour ce chapitre numéro 2. Encore une fois, si vous avez des questions, venez me voir dans mes messages. Aucun problème, je vous réponds. Et on se retrouve pour le chapitre 3. Bisous la team.